Bonjour. Dans le cadre de notre manifestation autour de l'art lyrique à Béziers, nous recevons Anne Rodier, qui est soprano, artiste lyrique, et nous allons lui poser quelques questions. Elle va produire un récital à la médiathèque de Béziers le mois de septembre. Donc voilà, nous allons lui poser quelques questions pour savoir ce qu'elle sait de cette période qu'on appelle l'âge d'or de l'art lyrique à Béziers. Dominique, si tu veux. Donc vous êtes né à Béziers, Anne Rodier. Est-ce que vous pouvez nous camper brièvement votre carrière déjà bien remplie et nous parler de ce disque paru l'an dernier consacré aux mélodies de Déodat de Séverac? Alors oui, je suis originaire de Béziers. J'ai grandi non loin de là, à Bédarieux, à 35 km. J'ai fait mes études à Montpellier et je les ai surtout poursuivies et achevées à Paris. J'y habite depuis. Je m'intéresse beaucoup à la musique française. J'essaie de la diffuser un petit peu partout dans le monde. Et à l'occasion d'un de mes concerts, avec François-Michel Rignol, à Céré, donc dans le pays de Déodat de Séverac, on nous a proposé d'enregistrer l'intégralité des mélodies de Déodat de Séverac. Et c'est comme ça qu'est né ce disque l'année dernière. Nous l'avons enregistré d'ailleurs non loin de Béziers, au hameau du Lac, pas loin de Sigean. Voilà. Et il est sorti à la rentrée dernière. Voilà. Il est disponible à la médiathèque pour qui veut l'en prêter. Et ce répertoire donc, de musique française, comment est-ce que vous l'avez découvert? Comment est-ce que vous êtes arrivé? Par quel biais vous êtes arrivé? Toute ma famille maternelle est biterroise. Je suis du quartier de Saint-Nazaire et j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère jusqu'à l'âge de 20 ans, qui était née en 1891. Bon, 1891, ça veut dire qu'à l'époque de la création de Déjanire, elle avait 7 ans. Alors, bien sûr, elle était toute petite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mon arrière-grand-mère, puis mon grand-père et puis ma mère, voilà, toutes ces générations m'ont, nourri, oui, et toujours parlé avec des mots magiques, mythologiques, mystérieux, comme Déjanire, Prométhée, Parisatis, Héliogabale. Moi, j'en ai entendu parler toute ma vie. Quand j'étais gamine, on me parlait de Déjanire. Je ne savais pas ce que c'était, je savais rien. Mais si vous voulez, c'est un mot qui marque une petite fille quand même. Qu'est-ce que c'est Déjanire ou Prométhée Donc, plus tard, évidemment, j'ai eu envie de creuser, d'aller voir ce qu'il y avait derrière ces mots magiques. Et ça, c'est ma mythologie personnelle. Mais je pense que je la partage avec beaucoup de familles de Béziers, parce que c'est des mots qu'on connaît tous, c'est notre patrimoine. Et c'est un patrimoine dont on doit être très fier. Voilà, Béziers, c'était avant-gardiste. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il s'est passé des choses à Béziers qui ne se sont passées nulle part ailleurs. Picasso, c'est ici qu'il a été exposé la première fois en France, grâce à Gustave Fayet. On a créé les fêtes lyriques de Béziers grâce à un autre mécène, Castelbon de Bozotte. On a été le premier festival en extérieur en France et peut-être même en Europe. Donc ça, vous voyez, il faut en être fier. Et ça préfigure l'éco-régie d'Orange? Oui, Avignon, l'éco-régie, Aix-en-Provence, voilà. Tout ça, Béziers l'a anticipé à la fin du 19e siècle. Il ne faut pas l'oublier, voilà. Je dis qu'on peut être fier d'être biterrois. Voilà, donc dans cette manifestation, dans l'exposition, on a pas mal de documents, de gravures, de photographies qui ont été prêtées par les descendants de Fernand Castelbon et qui tournent, tous ces documents tournent évidemment autour du répertoire français. Est-ce que votre prédilection pour ce répertoire, on comprend que vous voulez le promouvoir à travers le monde, etc., mais par rapport à l'opéra italien, par exemple, est-ce que vous avez, vous, des compositeurs de prédilection autres que Déodat de Séverac Dans le répertoire français? Oui. Ah oui, Berlioz en premier, pour moi c'est un génie, quoi. Vraiment, je le découvre sans cesse. Fauré, qui sera représenté d'ailleurs dans
dans le récital, puisqu'il a créé Prométhée en 1900 dans les arènes de Béziers. Prométhée qui a été quand même le plus grand, je crois qu'on peut le dire, hein, c'est le plus grand succès des fêtes lyriques de Béziers. 17 000 personnes dans les arènes, c'est du jamais vu. Hein. C'est digne d'un match de foot au Stade de France. Et puis, bon voilà, donc Fauré, Debussy, Ravel, oui, ça c'est... Et Poulenc, voilà. Et Satie aussi. Enfin bon, il y en a beaucoup, hein, en fait. Alors, il y a eu Saint-Saëns, il y a eu Déodat de Séverac, il y a eu Fauré, Ici, à Béziers. Ici, il y a eu d'autres. Comment on pourrait expliquer que ces opéras n'ont pas été repris ensuite? C'est quand même des compositeurs majeurs qui comptent beaucoup. Et ces opéras n'ont pas... Alors, vous avez sans doute une explication. Il y en a une qui est pratique, hein, c'est que ce sont des tragédies lyriques qui ressemblent vraiment à des péplums, c'est-à-dire que dans la fosse, vous avez 300 instrumentistes, sur scène, vous avez 150 choristes, 80 danseurs, des comédiens, des solistes, des figurants. C'est gigantesque, je veux dire. Il y a 18 harpes dans Prométhée, quoi. Bon, donc, si vous voulez reprendre des créations comme ça qui sont conçues pour des arènes, c'est-à-dire un espace scénique monumental avec une acoustique en extérieur, c'est pas facile. C'est pas facile de le reprendre pour un opéra à dimension humaine, je veux dire. Surtout au début du XXe siècle, les opéras, c'était pas l'opéra Bastille, hein, c'était plutôt l'opéra comique, c'était l'opéra Garnier, donc ça reste quand même des espaces plus intimistes. Voilà. Donc voilà, ça c'est... Peut-être aussi au niveau des coûts de production. Parce que bien sûr, c'est énorme, ça. C'est certain, c'est énorme, bon, c'est tentaculaire, ce sont des péplums. Voilà. Après, il y a la question du genre aussi. Ce sont des tragédies lyriques, ce ne sont pas des opéras. C'est-à-dire que les grands rôles solistes sont des rôles parlés, des rôles de comédiens. À l'opéra, les grands rôles sont chantés. D'ailleurs, on le verra avec Déjanire, hein, qui a été un grand succès aussi dans les arènes de Béziers. La première version de Déjanire de 1898 est conçue comme une tragédie lyrique, c'est-à-dire que les rôles principaux sont des rôles parlés. Quand Saint-Saëns reprend Déjanire en 1901 à l'Opéra de Monte-Carlo, les grands rôles, les rôles principaux passent du parlé au chanté. Autrement dit, il a retravaillé sa partition en l'espace voilà, de 3 ans. Et la dernière grande tragédie lyrique du répertoire, vous la dateriez de quand? La dernière tragédie lyrique des fêtes lyriques de Béziers, c'est 1925, repris en 1926, et c'est Zoriga. Tombé dans l'oubli. Ah oui, totalement. Ouais, complètement. Et bon, Zoriga, de quel compositeur? C'est Bousquet. Tombé dans l'oubli. Oui, et pourtant, vous voyez, tous les compositeurs qui ont écrit, puisque quand même ça aussi, je me permets de le rappeler, hein, les fêtes lyriques de Béziers, c'est d'abord des créations mondiales, c'est-à-dire qu'il y avait des commandes effectuées par Castelbon de Bozotte auprès de jeunes talents, tous médaillés du prix de Rome. Donc c'était quand même de sacrés compositeurs. On a eu des stars hein, comme Saint-Saëns, Fauré, Déodat de Séverac, Henri Rabault, qui a fait une très belle carrière aussi, et puis d'autres comme Charles Levadet, Bousquet, Marc Delmas, bon, qui ont eu leur époque de gloire, mais qui sont tombés dans l'oubli, et je ne saurais pas expliquer pourquoi. Levadet, par exemple, bon, c'est l'élève de Massenet, c'est un des meilleurs amis d'Éric Satie, il lui a d'ailleurs dédié plusieurs compositions, et sa façon d'écrire, moi je la trouve magnifique, son orchestration est sublime. Voilà, je ne comprends pas pourquoi plus personne ne parle de Charles Levadet. Il n'a pas écrit que les hérétiques, hein, je veux dire, il a écrit des quantités de chansons, de mélodies, d'autres opéras, tous publiés aux éditions Enoch. C'est bizarre, mais c'est la vie, voilà. Et à l'époque, vous savez, Déodat de Séverac était pratiquement, même certainement plus connu, ou en tout cas aussi connu que Ravel. Aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, Ravel est connu dans le monde entier, enfin son boléro notamment, mais pas que, hein. Et Déodat est surtout connu pour son œuvre pianistique, qui est sublime. Mais moi, grâce à ce disque, j'ai eu l'occasion de découvrir son œuvre vocale, et notamment ses mélodies. Et
c'est d'une qualité mais magnifique. Vraiment, c'est un grand, grand compositeur. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot du programme de votre récital que vous allez donner à la médiathèque? Alors, cette année, donc, bien sûr, je vais parcourir les 15 créations des fêtes lyriques de Béziers, voix et piano solo. Et je vais mettre aussi, enfin, c'est l'idée que j'ai pour le récital donc, du 17 septembre. Je vais mettre en parallèle des œuvres très connues de Fauré, par exemple, comme Après un rêve ou Les berceaux, et puis des extraits de Prométhée. Voilà, on va voir un petit peu en comparaison l'écriture qu'il a sur la mélodie, l'écriture qui est quand même très très moderne. D'ailleurs, ça lui a été reproché par son professeur, qui n'est autre que Camille Saint-Saëns. L'écriture de Prométhée qui est quand même un autre style. Ce n'est pas le Fauré qu'on connaît dans les mélodies. Toujours ce souci donc de faire découvrir du répertoire. Oui, j'ai envie de mettre côte à côte des œuvres auxquelles pourront se rapatrier, je dirais, le public. Hein. Il y aura Carmen, bien sûr, des extraits de Carmen, puisque Carmen, bien que ça n'ait pas été créé dans les arènes, ça a quand même été joué en 1910 dans les arènes. Donc je vais en chanter quelques extraits. Il y aura des mélodies de Fauré vraiment très connues. Et puis à côté de ça, des extraits de Paris-Satis, de Déjanire, d'Héliogabal, de Pentésilée, d'Antigone, La fille du soleil d'André Gaillard. Le premier glaive de Rabaud, Les esclaves de Kunc, que j'ai eu un mal fou à trouver. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi la question des partitions, la question du matériel. Vous parlez de l'oubli de ces compositeurs, mais du coup, comment on trouve les partitions? Oui, effectivement, c'est une ça a été une sacrée recherche, vous voyez. Oui, il y en a que j'ai trouvé à la BN, il y en a que j'ai trouvé en faisant des recherches sur Internet. J'ai fait venir une partition de Toronto, par exemple. Et puis, celles que je n'avais toujours pas trouvées, et il y en avait encore 3 à l'époque où j'ai fait vraiment le gros de mes recherches, eh bien, je les ai trouvées dans la presse de l'époque. Puisqu'à la fin du 19e, on n'avait pas la radio, on n'avait pas la télévision. Par contre, on avait une presse très florissante, comme les suppléments de l'illustration, la quinzaine musicale, le journal des jeunes filles, toute cette presse qui faisait paraître les nouveautés, les nouvelles pièces de théâtre, les nouvelles créations lyriques, pas que lyriques, hein, les nouvelles pièces de piano, enfin je ne sais trop quoi. Tout ce qui sortait, il y avait des extraits qui paraissaient dans la presse. Mais jusqu'aux partitions. Oui, bien sûr. On avait des extraits. Voilà, c'était très court, mais ça m'a permis de trouver des extraits des esclaves de Kunc que je n'avais pas trouvé à l'époque, un extrait de Pentésilée que je n'avais pas trouvé non plus. Donc j'ai pu ainsi représenter tous les... Et le Dieu sans couronne aussi de Marc Delmas que je n'avais pas trouvé. Alors la partition des esclaves, elle est dans le fond d'archives de la famille Castelbon. Alors c'est le matériel d'orchestre, je crois. C'est la direction d'orchestre. Voilà. Je me souviens, j'avais vu le conducteur, oui, un énorme livre, manuscrit d'ailleurs. C'est le conducteur manuscrit. Voilà, ça vaut son pesant d'or parce que c'est introuvable. Donc il faut avoir aussi conscience de ça, c'est qu'on a ici à Béziers un patrimoine rarissime. On est les seuls dans le monde à l'avoir et ça, il faut le défendre et le mettre en valeur. Enfin, c'est mon opinion. Une dernière question peut-être, est-ce que vous aimeriez chanter dans les arènes? Quand même, j'aimerais faire l'expérience une fois parce que si on lit les écrits de Castelbon et de Camille Saint-Saëns dans leur correspondance, il y a une sacrée acoustique. Je ne pense pas qu'elle ait changé depuis la construction des arènes. Hein. Peut-être pas par un jour de grand vent quand même. Peut-être pas par un jour de grand vent, mais bon, à 15h de l'après-midi, heure du commencement des tragédies lyriques, je ne dis pas non. Bien, au revoir peut-être. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините.